Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Nous sommes bien évidemment le jeudi 31 mars 2016. Il est un peu plus de 20h15. Je suis ravi de vous retrouver. L'ONU a fait état lundi 28 mars de deux nouvelles accusations d'abus sexuels impliquant les casques bleus en Centrafrique, l'une visant le contingent burundais et l'autre un soldat marocain. Ces cas s'ajoutent à ceux signalés vendredi par la mission de l'ONU en République centrafricaine. Comment expliquer la multiplication des scandales sexuels dans la mission de la paix de l'ONU? L'éclairage et l'analyse signée de notre journaliste et écrivain Sédic Abba. Bleu, mise en cause une nouvelle fois dans une affaire d'abus sexuels, et cette fois ça se passe une nouvelle fois en Centrafrique. C'est l'ONU qui l'a révélé. Sédic Abba, vous êtes journaliste et écrivain. Que sait-on de ces deux nouvelles affaires? Comme vous l'avez si bien dit, c'est une énième affaire d'abus sexuels dans lesquels sont impliqués les casques bleus de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle des Nations Unies en Centrafrique. Dans le cas d'espèce, il s'agit premièrement d'un viol qui a été commis par un soldat burundais à Subit, où est basé le contingent burundais, une fille de 14 ans qui a été abusée par ce soldat burundais. Et dans le deuxième cas, il s'agit d'une femme adulte qui a été sexuellement exploitée par un soldat du contingent marocain qui, lui, est basé à Bangassou, un peu dans le centre du pays. Depuis janvier, l'ONU a comptabilisé 25 cas d'abus sexuels perpétrés par des casques bleus, en tout cas des accusations. Pourquoi l'ONU n'arrive pas à faire le ménage dans ces contingents? Fondamentalement, l'ONU avait choisi une posture de déni. Vous savez, les premiers cas concernaient les soldats français de l'opération Sangaris. Et lorsque l'ONU a été informée, elle n'a pas tout de suite, l'ONU a même essayé de camoufler cette affaire. Il a fallu qu'un humanitaire organise une fuite dans le quotidien The Guardian en avril 2015 pour que l'ONU se mette sa machine en branle. Donc, à partir de cette posture de déni, l'ONU a choisi de faire dans la demi-mesure en choisissant des solutions qui ne sont pas adaptées à la gravité de la situation. On a révélé, on a démis de ses fonctions, on a poussé à la démission, pour être précis, le patron de la MINUSCA, le général Babacar Gueye. Ensuite, on a promis de faire rappeler les contingents. Donc, toutes ces mesures n'ont pas suffi et l'ONU se trouve aujourd'hui dans l'incapacité d'enrayer cette spirale d'abus, de violences sexuelles en Centrafrique parce qu'elle n'a pas choisi les solutions adaptées à la crise. Et ça pose aujourd'hui fondamentalement le problème de l'efficacité de ces missions des Nations Unies dans les pays qui en sont bénéficiaires. Et quelle serait la solution, d'après vous? À mon avis, il faut repenser la solution parce que dans un premier temps, il y a des solutions d'ordre judiciaire. Pour l'instant, lorsque un abus est commis par un soldat, c'est son pays qui est saisi. Et le pays peut le rapatrier, peut enquêter. Vous imaginez que lorsque les soldats français sont mis en cause et qu'ils sont ramenés en France, la France ne fera pas preuve d'empressement, le Maroc ne fera pas preuve d'empressement. À mon avis, il faut profiter de cette occasion, entre guillemets, pour refonder totalement les missions des Nations Unies. Il y a aujourd'hui 22 000 casques bleus pour la MONUSCO au Congo et en dépit de leur présence, à côté même de leur casernement, il y a des faits qui sont... Donc, il faut repenser, sans compter le coût, le département opération de maintien de la paix est celui qui engloutit le plus grand budget des Nations Unies. Les États-Unis, par exemple, qui contribuent pour 23% à ce budget, s'interrogent aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer au regard des résultats qui sont donnés par les forces des Nations Unies? Est-ce qu'il faut continuer? Donc, il y a lieu de repenser fondamentalement les missions des Nations Unies, le mandat, l'efficacité et la provenance aussi, puisque aujourd'hui, la plupart des contingents sont fournis par les pays du Sud, qui se préoccupent non pas de l'efficacité, mais de l'opportunité qu'il y a de faire de l'argent au pays même, puisque le matériel qui est utilisé par les missions est loué par le pays d'origine aux Nations Unies, qui paye de l'argent. Donc c'est aujourd'hui plus un énorme business que quelque chose de très efficace. Merci Sédic Abba pour cet éclairage, et pour aller plus loin, vous pouvez cliquer sur les liens qui s'affichent sous cette vidéo. À bientôt.
Chaque mois, le Grand News laisse carte blanche à un chef pour revisiter un plat de cinéma. Pour ce premier numéro, l'Italien Ciro Cristino du restaurant Aubert Mamia, situé au 107 boulevard Lenoir à Paris, dans le 11e arrondissement, s'est amusé à cuisiner les fameuses boulettes de viande du parrain. Je vous propose de regarder. Hey, come over here, kid, learn something. You never know, you might have to cook for 20 guys someday. Buongiorno, aujourd'hui on va faire les boulettes du parrain. Je sais, c'est un peu cliché, mais c'est parti avec ma version. Première étape, on commence avec le pain et le lait. On fait ramollir le pain, ça c'est un bon pain de campagne. Après, on commence avec la chair à saucisse, la viande hachée de bœuf. On mélange les deux viandes. Le bœuf, ça sert à donner la consistance à notre boulette. Et le porc, ça sert à donner à notre partie graisse. On met des grains de fenouil, ça va donner un peu de fraîcheur dans notre recette. On rajoute des amandes hachées finement, des feuilles de persil. Moi j'aime bien quand c'est haché assez gros, donc je le fais avec les mains dans ce cas-là. Là on ajoute notre pecorino. Il y a beaucoup d'ingrédients dans notre recette, mais ça va être quelque chose de très équilibré. On commence à mélanger bien le tout. On ajoute l'ail mélangé avec un peu d'huile d'olive évidemment. On ajoute le piment frais. À ce point-là, on peut ajouter les jaunes d'œufs. Et là, on travaille avec les mains, donc on se met des petits gants. Je ne sais pas si dans le parrain, ils se mettaient des gants, mais pour sortir du cliché, on se le met. On prend notre pain qu'on a mis à ramollir le début de la recette. On enlève évidemment tout le lait. Et on le rajoute dans l'appareil à boulettes. Et là, on mélange bien. Le pain, en fait, mélangé avec la viande, ça va donner un côté tendre à notre boulette. La deuxième étape de notre boulette, c'est la cuisson des sauces tomates. You start out with a little bit of oil, and you fry some garlic. Then you throw in some tomatoes, some tomato paste, you fry it, you make sure it doesn't stick. On va commencer par mettre dans une casserole un peu d'huile d'olive, on met à chauffer. Quand l'huile sera bien chaud, on rajoute l'oignon rouge, quelques feuilles de basilic pour aromatiser l'huile. On baisse un peu et on laisse cuire l'oignon doucement. On rajoute la sauce tomate, tomate San Marzano évidemment. San Marzano, c'est des tomates pelées et mixées. C'est ce qu'on aime, c'est un coulis de tomate. Et on laisse cuisiner pendant 30 minutes. Et là, on peut passer à la troisième étape, c'est de faire les boulettes. Là, on l'a laissé reposer pendant 20 minutes. C'est à peu près le temps qu'il cuisine la sauce tomate. Donc, notre appareil va être bien froid. On commence à dérouler. On fait des boulettes assez grosses parce que dans la cuisson, ça va quand même réduire. Une fois que les boulettes sont prêtes, on va les plonger dans la sauce tomate. On a presque fini. On le met dans un beau plat. On ajoute évidemment un peu de sauce tomate. On va accompagner notre boulette avec des blettes colorées. En Italie, on aime bien les couleurs, donc on le met un peu partout. On râpe le pecorino, ça sert à gratiner parce que là, on va terminer les boulettes dans le four à bois. Si vous n'avez pas un four à bois, vous pouvez utiliser un four normal chez vous, à 250 degrés. Et voilà, les boulettes du parrain à la façon de Obermama. Samedi 2 avril prochain, ce sera bien sûr la journée nationale de sensibilisation à l'autisme. La méthode ABA, qui repose sur des stimulations permanentes, bien sûr de l'enfant malade, avec récompense à la clé, commence à faire des émules en France après son succès inédit aux États-Unis. Je propose de regarder ce reportage signé ce soir Guillaume Bonnet. C'est tous les jours le même rituel. Handicapé à 80%, Raphaël prend son taxi spécialisé pour l'emmener et le ramener de l'école. À son arrivée chez lui, autre rituel, fermer systématiquement toutes les portes. Ne crie pas, Raphaël, ne crie pas. Crier, Raphaël le fait encore régulièrement. Diagnostiqué autiste à l'âge de 3 ans, le petit garçon va bientôt fêter ses 10 ans. Et ces dernières années, il a fait des progrès considérables. À chaque fois qu'il rentre de l'école où il suit un cursus en classe spécialisée, Raphaël aime montrer les petits smileys décernés par sa maîtresse.
Beaucoup de progrès observés aujourd'hui. Là, tu avais eu des méga bons points là. La notion de récompense est au centre de la méthode que suit Raphaël depuis plus de 5 ans. Appelée ABA ou Analyse appliquée du comportement, cette méthode née dans les années 60 n'a été que récemment diffusée en France. Elle s'appuie sur un principe simple, chaque action correcte de l'enfant est récompensée par quelque chose de plaisant pour lui. Papa, tu chantes ABCD? C'est bien. Un petit raisin? Tiens. Ce qui a changé, c'est son autonomie, déjà à devenir propre, à manger seul, à s'intéresser à un jeu, à quelque chose d'autre qu'une simple roue de voiture, une roue de poussette. Julie Tuile est une pionnière de la méthode ABA en France. Déjà 20 ans que cette orthophoniste anglaise l'applique à ses petits patients, malgré les résistances d'un milieu médical plus favorable à la psychanalyse qu'aux méthodes comportementalistes. Mais depuis quelques années, le vent semble avoir tourné. Nous-mêmes, nous avons nos récompenses. Après 1h30 de travail, on aime bien aller boire un petit café, ou aller voir les collègues, discuter avec eux, aller prendre l'air. Pour les gens qui fument, fumer une cigarette. Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'approche ABA n'est pas quelque chose qui a été créé pour des enfants diagnostiqués autistes. C'est une façon de vivre. Depuis 2012, cette approche est recommandée par la Haute Autorité de Santé en France. Mais elle reste encore à la charge des familles, autour de 3 000 € par mois pour un programme intensif. De quoi priver de nombreux enfants autistes d'une chance supplémentaire de marcher vers une forme d'autonomie. Le président du CIO, Thomas Bach, l'a annoncé lors d'une visite du camp de migrants à Athènes en janvier dernier. Il y aura bien une équipe de réfugiés aux prochains Jeux Olympiques pour envoyer un message d'espoir à tous les réfugiés du monde. À une quarantaine de kilomètres de Nairobi, des réfugiés s'entraînent ainsi aux côtés d'athlètes kenyans pour les JO de Rio le 5 et 21 avril prochain. Un reportage d'Angèle Marie. Angelina Ndai a été repérée il y a 6 mois lors de courses organisées dans un camp de réfugiés au Kenya où elle est arrivée après avoir fui la guerre civile au Soudan du Sud. Aujourd'hui, elle s'entraîne dur dans l'espoir d'être sélectionnée dans l'équipe de réfugiés qui ira à Rio. Je serais très fière d'être là-bas et d'être reconnue comme sud-soudanaise, parce que je crois que la plupart des champions sud-soudanais n'ont jamais été au JO. Mais peut-être que cette année, au moins un d'entre eux pourra représenter le pays. Ils sont une quarantaine de prétendants pour seulement 5 à 10 places dans l'équipe. Et la transition entre les camps de réfugiés et la piste d'athlétisme n'est pas facile. Plusieurs ont déjà abandonné, leur corps n'a pas résisté à l'intensité des entraînements. Une école a été réquisitionnée dans le sud du pays pour ces sportifs pas comme les autres, et c'est l'ancien entraîneur de l'équipe olympique kenyane qui est en charge de leur préparation. Ils sont arrivés à l'état brut, nous les avons perfectionnés, et maintenant vous voyez, ils courent comme les autres athlètes qui s'entraînent ici. La seule différence, c'est que les autres sont l'élite et eux, ici, marchent dans leurs pas. John Azra est particulièrement satisfait des performances de Mohamed Aboubakar aux 5000 mètres. Ce réfugié somalien est arrivé au Kenya à l'âge de 5 ans et a passé les 20 dernières années dans des camps. Ses coéquipiers le surnomment Mo Farah en raison de sa ressemblance avec le champion britannique d'origine somalienne. Mo est somalien, je suis somalien et je serais très heureux d'être comme lui dans les années à venir. Et si possible, dès Rio. Si son rêve se réalise, s'il parvient à grimper sur un podium à Rio, c'est sous le drapeau olympique et non celui de la Somalie que Mohamed se verrait remettre sa médaille. Mais pour l'instant, le Brésil est encore loin. Lui et Angelina seront en juin s'ils feront ou non partie de l'équipe olympique de réfugiés.
Malade et enceinte de quelques mois, une réfugiée syrienne pleure devant les conditions misérables dans lesquelles elle se trouve avec ses 2 enfants dans le camp d'Idomeni à la frontière gréco-macédonienne. Comment des milliers d'autres réfugiés bloqués à la frontière, Jian commence à s'habituer à la routine du camp mais espère que son périple arrivera bientôt à sa fin. Un reportage signé ce soir pour le Grand News de Jérémy Sinclair. Malade et enceinte depuis 2 mois, Jian vit depuis des semaines dans une tente à la frontière gréco-macédonienne. Pour avoir risqué la vie de ses 2 jeunes enfants, d'abord pour quitter la Syrie et ensuite traverser la mer Égée depuis la Turquie, Jian espérait bien plus. On ne s'attendait pas à vivre ici comme ça. J'aurais préféré qu'on reste en Syrie pour qu'on n'ait pas à vivre une vie pareille. Nous pleurons jour et nuit. Nous pleurons même lorsque nous mangeons. C'est une honte qu'on ait à vivre comme ça. Entendez-nous, laissez-nous traverser. Comme elle, ils sont plus de 11 000 migrants et réfugiés à être bloqués à Idomeni, au nord de la Grèce. Beaucoup refusent de bouger, dans l'espoir que la frontière s'ouvre enfin. Et les rumeurs n'aident pas. Dimanche, les familles avaient commencé à rassembler leurs affaires après avoir entendu que la frontière allait ouvrir. Fausse alerte. La manifestation qui s'en est suivie est restée largement pacifique, mais le désespoir était bien réel. J'ai 72 ans, ma femme est morte. Et je suis un vieil homme. Je n'ai rien en Syrie. Pas de maison, pas d'argent, pas de boulot. Plus aucune raison de vivre. Le seul espoir, c'est l'Europe. Ces derniers jours, environ 1500 personnes ont embarqué à bord de bus en direction d'autres camps selon les autorités grecques qui leur ont promis de meilleures conditions. Mais beaucoup préfèrent rester proches de la frontière, par crainte que le monde les oublie s'ils se dispersent. Les agriculteurs locaux, bien que sensibles à la souffrance des réfugiés, se retrouvent dans une situation très difficile. Leurs champs ont été piétinés et leurs récoltes détruites. C'est un grand problème. Et si ça continue encore longtemps, que Dieu nous aide. Ils vont devoir rester ici et nous allons devoir partir. À la frontière gréco-macédonienne, personne ne sait de quoi demain sera fait, mais en attendant, les jours passent et la situation autrefois exceptionnelle est devenue routine. Les habitants du camp ont désormais leur propre stand et d'autres s'improvisent barbiers. Les frontières ont beau être fermées, mais les réfugiés d'Idomeni sont encore loin d'être arrivés. Six joueurs de Go sud-coréens s'entraînent jusqu'à 12 heures par jour pour atteindre le niveau de Lee Si-dol, champion du monde qui a récemment affronté le programme d'intelligence artificielle AlphaGo. Yanis Lee, reportage. Choisis dès le plus jeune âge, ces enfants espèrent devenir des stars du Go, l'un des jeux les plus populaires en Asie. Kim Seung-ho est l'un de ces 1000 petits Sud-Coréens qui ont abandonné leur livre de classe pour s'y adonner entièrement, avec l'espoir un jour de devenir professionnel. Je ne vais plus à l'école, je ne fais qu'étudier le Go ici. Je m'entraîne et j'étudie le Go pendant 10 heures tous les jours. Quand je retourne à mon dortoir, je continue de jouer. Le Go est né en Chine il y a 3000 ans et aujourd'hui, il peut apporter fortune et gloire à ses joueurs. C'est sa défaite mi-mars contre le programme d'intelligence artificielle AlphaGo qui a donné une notoriété planétaire à Lee Si-dol. Même s'il a affronté 1202 superordinateurs et a perdu les 3 premières manches, Lee Si-dol n'a pas abandonné et il a fait de son mieux. On a vu une augmentation du nombre de personnes qui veulent apprendre le Go dans des universités et ça a eu un effet positif. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de son époque, Lee est devenu professionnel à seulement 12 ans. Aujourd'hui, il a 18 titres internationaux à son tableau de chasse. Mais pour atteindre ce niveau, il faut être prêt à de nombreux sacrifices. Parfois, j'envie mes amis qui ont une vie normale.
Mais en même temps, je suis content, parce que j'ai trouvé ce que j'aime faire. Entrer dans le club fermé des pros se fait au prix d'une dizaine d'années d'entraînement. L'association coréenne n'accepte que 15 nouveaux membres par an. Pour Sung-ho et ses camarades de classe, cette récompense ultime mérite bien tous les sacrifices. Depuis le 19 mars dernier, l'hôtel Marineland Resort ainsi que du restaurant Red Depot ont réouvert et sont prêts à vous accueillir pour différents types de séjours. Reportage d'Imar. Depuis les dramatiques inondations de cet hiver, il a fallu tout refaire pour accueillir de nouveau les visiteurs de Marineland. Ce qui s'est passé donc, suite à cette inondation, toutes les chambres du rez-de-chaussée que l'on peut voir là ont été inondées sur une hauteur de 60 cm, plus tout le restaurant. Et maintenant, donc, durant tous ces mois d'hiver, nous avons donc nettoyé, remis aux normes, et tout reconstruit, que ce soit les chambres à l'intérieur, parce que rien n'a été récupéré, que ce soit la literie, les meubles, les sols naturellement, les cloisons qui ont absorbé toute l'humidité, et tout le restaurant, puisque tout le rez-de-chaussée avec la réception, les cuisines, toutes les machines ont été touchées, donc tout a été évacué et remis et remplacé à neuf également. Le Marineland Resort a tout refait à neuf et vient tout juste de réouvrir. Les 30 chambres sont de nouveau comme neuves, ainsi que le restaurant et la piscine. Alors Marineland Resort vous accueille désormais pour un séjour en combiné avec le parc Marineland, mais pas que, aussi Aquasplash pour cet été, Kids Island, Aventure Golf, mais pas seulement, on peut venir séjourner à l'hôtel aussi, juste en prenant la chambre d'hôtel pour découvrir notre belle région. Découvrir la région, mais aussi venir déguster de bonne viande au Red Depot, ouvert 7 jours sur 7 de 12h jusqu'à 22h pour les visiteurs de Marineland, mais aussi de l'extérieur. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir au Marineland Resort. Pour toute réservation et information, vous pouvez vous rendre sur notre site marineland.fr. Prochaine rediffusion du Grand News cette nuit à 1h30, donc du matin. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. J'aurai un grand plaisir à vous retrouver demain dès 20h15 où nous retrouverons bien sûr la Presse People de la semaine signée Joseph Cabri. Je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie avec nous.